Amoureux et amoureuses de la Nati, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve avec le premier top 10 de cette chaîne YouTube. J'adore faire des tops, j'adore faire des classements, j'adore ce petit challenge de devoir savoir placer un joueur en dessus ou en dessous d'un autre. Et c'est quelque chose que je pense faire assez souvent sur cette chaîne. Donc c'est le premier, mais certainement pas le dernier top 10 qu'il y aura sur cette chaîne YouTube. Et pour débuter cette série, je vais revenir sur les 10 dernières années de l'équipe de Suisse, sur les joueurs qui ont marqué les dernières grandes compétitions internationales du côté de la Nati. L'équipe de Suisse a vu beaucoup de monde passer, beaucoup de joueurs ont marqué à certaines périodes, certains plus longtemps, certains moins. Donc c'est intéressant de revenir un peu sur ceux qui ont le plus marqué les supporters suisses, ceux qui ont fait les plus grands accomplissements et qui méritent une place dans ce top 10. Le top va prendre en compte uniquement les performances sous le maillot de l'équipe de Suisse, et ceci depuis 2014. Donc on prend vraiment les 10 dernières années. Ce qui prend donc en compte la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016, la Coupe du Monde 2018, l'Euro 2020 qui s'est passé en 2021, et la Coupe du Monde 2022. Ainsi que tous les matchs amicaux, les matchs éliminatoires, la Coupe des Nations, tout ce qui s'est passé entre-temps. Comme critère, bien sûr qu'il y aura une question de longévité. Si un joueur a uniquement joué entre 2014 et 2016, c'est plus compliqué de le placer dans le classement. Pareil, si un joueur vient d'arriver, à chaque fois je vais revenir sur ce qu'ils ont fait pour mériter cette place, pourquoi ils ne sont pas plus hauts, et on va revenir aussi sur peut-être le moment le plus marquant du joueur en équipe de Suisse. Je vais aussi citer des mentions honorables, puis je passerai au podium. Avec ce top, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Maintenant, forcément qu'il y a une mini partie de subjectivité qui va influencer les différentes places. Vous serez certainement pas tous d'accord avec ce top. C'est pourquoi n'hésitez pas à me le partager le vôtre dans les commentaires ou en privé, qu'on puisse en débattre. Le but c'est aussi de créer une discussion, c'est ça qui est cool. Bon bah je crois qu'on a fait gentiment le tour, c'est parti, on va commencer avec la 10e place. À la 10e position, j'ai placé Monsieur Brel Mbolo. Mbolo est plutôt très apprécié, je crois, par les supporters suisses, même si on voit pas mal un potentiel gâché dans ce joueur. Encore actuellement, il est blessé, et ce jusqu'en mars-avril prochain. Mbolo, c'est des grosses blessures, c'est des grosses absences en équipe de Suisse, mais c'est aussi des sacrés moments. Mbolo, je pense qu'on se souvient un peu tous du début de Brel Mbolo, le moment où on a compris que ce gars-là pouvait faire quelque chose d'assez fort et avait un potentiel comme on en avait peu vu en équipe de Suisse. C'est vrai qu'on oublie vite, mais Brel Mbolo est là depuis 2015, donc il rentre complètement dans les critères pour figurer dans ce top. Maintenant, il faut quand même le dire, de 2015 à 2020, il n'était pas titulaire en équipe de Suisse, il était plutôt remplaçant derrière Haris Seferovic. Et en plus de ça, il avait des statistiques plutôt moyennes. Et si j'avais pris que en compte cette période, il n'aurait pas pu figurer dans mon top. Mais durant les 3 dernières années, Brel Mbolo a pu prendre une autre dimension en équipe de Suisse. Une dimension qu'il a commencé à prendre pour moi à l'Euro 2021, avec ce premier match contre le Pays de Galles, qui est pour moi potentiellement son meilleur match avec l'équipe de Suisse, où il marque un but et où à chaque fois il arrive avec sa puissance, avec son corps, à se créer énormément d'occasions dans ce match. Pour moi, c'est là où Mbolo s'est démarqué comme un facteur décisif dans l'attaque de l'équipe de Suisse. Il a continué contre la Turquie ou contre la France avec de très bonnes performances. Et ensuite, contre l'Espagne, il s'était blessé et on a senti un vrai coup dur pour l'équipe de Suisse. Et pareil durant de la dernière Coupe du Monde au Qatar, où pour moi ça a été le meilleur joueur de l'équipe de Suisse durant cette compétition. Son match contre le Cameroun est excellent, où il marque un but, il marque également contre la Serbie, il s'est vraiment imposé à ce poste de numéro 9. J'aurais aimé pouvoir le placer plus haut, parce qu'il avait vraiment le potentiel pour être bien plus haut dans ce classement. Ce qui me laisse un petit sentiment amer au niveau de Brel Mbolo, j'en parlerai peut-être un jour dans une vidéo dédiée. J'aurais aimé qu'il soit un élément un peu plus marquant des 10 dernières années, mais à 26 ans, il a encore le potentiel et le temps pour devenir l'une des légendes de cette équipe. Valone Berami, pouah, ça fait longtemps, je suis sûr que vous n'avez pas pensé à ce joueur. Berami, c'est avant tout la belle gueule, c'est avant tout le beau gosse de cette équipe. C'est voilà, cette coupe de cheveux avec cette crête, ses cheveux blonds, ce style un peu à part. Je pense qu'on se souvient presque plus de lui pour ça que pour ses performances sur le terrain. Et en même temps, quel patron c'était! Valone Berami a été terriblement utile durant les dernières années. Que ce soit durant le Mondial 2014, durant l'Euro 2016 ou la Coupe du Monde 2018, il a fait des sacrés matchs. Dans un rôle de milieu défensif, il était très important et souvent un peu sous-estimé. En plus de ça, il avait un vrai leadership. Il était très utile en dehors du terrain. En fait, une fois que Valone Berami était sur le terrain avec l'équipe de Suisse, je me souviens pas d'avoir été déçu de ce joueur.
Et il a fini sa carrière en équipe de Suisse sur un magnifique tournoi en 2018 en Russie. Notamment ce match où pour moi il est à son prime contre le Brésil, où Neymar ne peut absolument rien faire, où il est sur tous les coups, il est absolument partout. Il est incroyable. Il n'a pas joué assez de temps pour que je le place plus haut dans ce classement, mais il mérite quand même une 9e place. À la 8e place, nous retrouvons Manuel Akanji. Peut-être que certains vont être surpris de le voir autant bas dans ce classement, peut-être que beaucoup l'auraient mis bien plus haut, mais j'ai mes arguments. Déjà, il est dans ce classement parce qu'il arrive fin 2017, début 2018 en équipe de Suisse, et il s'impose directement comme un titulaire indiscutable. Et il commence son aventure avec la Nati avec une Coupe du Monde 2018 exceptionnelle. Dans la charnière centrale de Vladimir Petkovic, il est très très rassurant. Dans ses relances, dans l'anticipation, c'est un très 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 bon défenseur. Il laissait présager ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un titulaire à Manchester City. On connaît tous Manuel Akanji, c'est le patron de cette défense, c'est peut-être un futur capitaine de cette équipe, c'est un très très bon joueur et on l'apprécie énormément. Maintenant, pourquoi je ne la mets pas plus haut ? Parce que je trouve que depuis quelques années, c'est un petit peu moins impressionnant. Notamment depuis que Yakin est arrivé sur le banc, je trouve qu'il se démarque plus par ses boulettes que par ses belles performances. Je perçois en lui une certaine flemme, une certaine lassitude, un manque de concentration assez important en équipe de Suisse, qui lui valent beaucoup d'erreurs défensives, d'erreurs de concentration. De manière générale, j'attends beaucoup plus de Manuel Akanji. Et je ne parle pas que des derniers mois, hein. Avant ça aussi, ça avait été parfois un peu plus compliqué pour Akanji. Il est jeune, il a encore beaucoup de temps devant lui, et je pense qu'il va largement monter dans le classement dans les prochaines années. Mais aujourd'hui, je ne peux pas le mettre plus haut que la 8e place. Contrairement à l'un de ses coéquipiers en défense centrale. À la 7e position, j'ai mis Fabian Schär. Certes, les dernières périodes ont été plus compliquées pour lui. Ça fait un petit moment qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il est loin de ses performances à Newcastle, et que pareil au niveau saut de concentration, on est à un sacré niveau. Mais ça ne me fait pas oublier que de 2014 à 2021, Fabian Schär était très très fort. Il devient titulaire dans cette équipe durant la Coupe du Monde 2014, quand il remplace Steve von Bergen qui se blesse lors du match contre la France. Et jusqu'à encore récemment, il n'avait pas lâché sa place. Fabian Schär, c'est quand même un défenseur qui a été au très très haut niveau avec la Nati, là où paradoxalement, il n'était pas au meilleur de sa forme en club. Et maintenant qu'il est très bon en club, il est beaucoup moins bon avec l'équipe de Suisse. Sa vision du jeu, ses relances, les moments où il sort de sa défense pour venir attaquer, c'est des moments qui nous ont régalés en tant que supporters. Son jeu de tête, son anticipation sur le terrain, sa qualité de tacle, vous ne me ferez pas douter que Fabian Schär était un défenseur de top niveau. Son Euro 2016 est excellent, notamment le match contre l'Albanie, et même ensuite contre la Pologne, la Roumanie, la France, il a été au très haut niveau. Je ne le mets pas plus haut pour autant parce que c'est vrai que ces dernières années ont été un peu plus compliquées pour lui et qu'aujourd'hui il n'est plus vraiment titulaire. Mais il n'empêche qu'il va chercher une jolie 7e place. En 6e, on retrouve le capitaine légendaire de la Nati, l'homme aux 108 sélections, Stefan Lichtsteiner. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler qui était Lichtsteiner ? Un capitaine mythique de cette équipe, un leader sur le terrain, sa qualité n'est plus à prouver. Quand on est autant de temps titulaire à la Juve de ces années-là, c'est que clairement Lichtsteiner était un joueur de très très haut niveau. C'est un joueur qui nous rendait vraiment serein, son bilan défensif est excellent. Et clairement, c'est un joueur avec un mental d'acier. Non, vraiment, c'est un très grand joueur, même si je trouve que à partir de 2016, ça a été bon sans être exceptionnel. C'est vrai qu'avant de prendre sa retraite internationale, Lichtsteiner, ça a été un peu des hauts et des bas avec l'équipe de Suisse. C'est pour ça que je ne le mets pas plus haut. Il a gardé cette place de titulaire durant toutes ces années, et il a été un vrai patron dans cette équipe. Oui, à la 5e position, j'ai placé Haris Seferovic. Ça va peut-être faire grincer des dents, mais je trouve qu'on oublie vite les immenses éclats qu'a eu Seferovic avec l'équipe de Suisse. Bon, pour le coup, au niveau des hauts et des bas, on peut difficilement faire mieux. Seferovic, c'est un peu le roi dans ce domaine. Parce que oui, je n'oublie pas les très très bas qu'il a eu, notamment en 2016, à des moments où il était titulaire, mais personne ne comprenait. Même moi, je disais que je voulais voir Dermic ou Embolo ou Gavranovic, n'importe qui d'autre que Seferovic. Je ne comprenais pas, il était tout le temps hors jeu, il faisait des performances cataclysmiques. Je me souviens d'un match où il sort en se faisant siffler.
Non, ça a été très compliqué parfois Seferovic avec l'équipe de Suisse. Mais en même temps, Seferovic, c'est quand même des buts assez légendaires. Avec plus de 90 sélections, il est entré dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de Suisse, avec 25 réalisations. Seferovic, c'est un vrai soldat, et on me dira ce qu'on veut, son envie et sa hargne ne sont absolument pas à prouver. Bon, pour revenir un peu sur ses exploits, il y a évidemment un doublé contre la France dans ce match évidemment mythique. Il y a aussi un but contre la Turquie au match d'avant qui a permis de se qualifier pour ce match. Il y a son but à la dernière minute contre l'Équateur lors de la Coupe du Monde 2014. Et il y a pour moi la meilleure performance de Seferovic avec la Suisse, son triplé contre la Belgique en Ligue des Nations où il a fait taire un paquet de bouches. Seferovic, on s'en souviendra parce que c'est les émotions très contrastées, des émotions fortes, intenses. Donc merci Seferovic, tu mérites complètement ta 5e place. Ouh, en voilà un autre qui risque de faire débat. Pareil, ça fait un petit moment que c'est un peu plus compliqué. Physiquement, mentalement, on sent qu'il y a beaucoup de déconnexion. On n'est plus très serein avec Ricardo Rodriguez. Mais souvenez-vous du Rodriguez de 2014. Souvenez-vous de sa passe pour Seferovic justement contre l'Équateur. Souvenez-vous de ces matchs où il était toujours au top niveau. Et mine de rien, encore en 2022, il était important. Lors de la Coupe du Monde 2022, c'est vraiment pas le pire, hein. Malheureusement, ces dernières prestations ne rendent pas hommage à la période entre 2014 et 2018 où Ricardo Rodriguez a été un excellent défenseur. Et ce qui lui vaut une place devant tous les précédents, c'est clairement qu'aujourd'hui encore, il est là et il reste important pour cette équipe. Avant de passer au podium, on va faire un petit retour sur les joueurs qui auraient pu figurer dans cette liste. Déjà, il y a les anciens Benalio et Inler. Pour le coup, les deux ont été des joueurs extrêmement importants de l'équipe de Suisse, mais ça s'est arrêté en 2014 pour Benalio, 2015-2016 pour Inler. Donc ça a été trop court pour que je puisse les mettre dans ce classement. Je n'ai pas non plus mis Gavranovic. J'ai un peu hésité entre Embolo et lui, mais le truc avec Gavranovic, c'est qu'il n'a jamais été titulaire dans cette équipe. Et en soi, oui, on se rappelle de lui pour son but contre la France, pour d'autres buts assez importants, pour la passe pour Shaqiri contre la Serbie, mais autrement, c'est vrai qu'il n'a jamais pu s'imposer, donc c'est plus compliqué de le mettre. J'ai pas non plus mis les anciens briscards que sont Mehmedi et Dzemaili. Ils ont un peu le même rapport avec l'équipe de Suisse, c'est-à-dire qu'ils ont eu leurs moments importants, ils ont eu des moments où ils étaient titulaires, d'autres où ils étaient remplaçants. Donc voilà, les deux sont pas loin de ce top 10, mais il leur manque encore un petit quelque chose pour figurer vraiment là-dedans. Dans les plus récents, je n'ai pas mis Zakaria ni Freuler. Zakaria parce qu'il n'a été titulaire dans aucune des grandes compétitions. Et Remo Freuler parce que pour moi, il manque toujours un truc avec ce joueur pour vraiment le mettre dans le top. Je n'ai pas non plus mis Widmer, qui est titulaire depuis assez peu de temps et qui pour moi a moins marqué l'équipe de Suisse que Embolo. Et pareil pour Elvedi. Je trouve que Elvedi n'a pas fait souvent des vraies grandes performances avec cette équipe de Suisse. Là aussi, il manque un petit truc pour figurer dans ce top. Passons au podium. Yann Sommer, j'en ai déjà beaucoup parlé lors de ma dernière vidéo. Mais évidemment que Yann Sommer mérite cette 3e place. Je vais essayer de pas trop me répéter sur le dernier épisode, mais c'est vrai que Sommer, c'est potentiellement le joueur le plus régulier. Depuis 2014, où il s'est imposé comme titulaire dans cette équipe, il a été immense du début à la fin de ces 10 dernières années. L'Euro 2016 comme l'Euro 2021 sont absolument exceptionnels. Sa Coupe du Monde en 2018 a été excellente également. Sa dernière Coupe du Monde a été un petit peu moins bonne, même si, encore une fois, il a tenu la baraque. Tous les matchs, entre-temps, les qualifications, à chaque fois Yann Sommer performe, à chaque fois il est exceptionnel. Il a rayonné à l'international grâce à cette équipe de Suisse. Il est très très apprécié par les supporters qui le considèrent comme un héros à juste titre. C'est un joueur très important dans l'histoire de l'équipe de Suisse. Il a réussi à prendre une autre dimension après certains matchs clés. Mais il y a un match où il arrête 2 pénaltys de Sergio Ramos en Ligue des Nations, je crois. Il y a l'autre match contre l'Espagne à l'Euro. Il y a les matchs contre l'Albanie et la Roumanie en 2016. Il y a beaucoup de moments où il a brillé et où vraiment il m'a impressionné. Donc il mérite cette 3e place, évidemment. À la 2e place, on retrouve le capitaine, le patron Granit Xhaka, titulaire du début à la fin des compétitions où il a marqué l'histoire de la Suisse, un joueur incroyable, Granit Xhaka, évidemment. Il marque un coup franc en 2014 contre la France. Il fait un Euro 2016 exceptionnel. Bon, à part ce penalty contre la Pologne, évidemment, mais autrement, à chaque fois, il est au rendez-vous. C'est un patron de cette équipe. En 2018, contre le Brésil ou la Serbie, il est évidemment au rendez-vous. Et en 2021, son pic, son match contre la France, immense, qui est dans la suite de ses autres excellentes prestations contre la Turquie, contre le Pays de Galles, et après contre l'Espagne, c'est le boss. Même lors de la dernière Coupe du Monde, encore une fois contre la Serbie, il avait été au rendez-vous.
Il est toujours là, Xhaka. C'est des passes dont on se souvient, des frappes, Xhaka boom. C'est le joueur le plus capé de l'histoire de la Nati. Mais c'est aussi du caractère, des polémiques, évidemment. C'est le mental, c'est un taureau, c'est Granit Xhaka, on le connaît. Beaucoup le placeraient à la première place. Mais moi, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Évidemment, Xherdan Shaqiri est pour moi le meilleur joueur des 10 dernières années de l'équipe de Suisse, même de l'histoire pour moi de l'équipe de Suisse. C'est l'homme des grands rendez-vous, c'est ce joueur à part, cet homme capable de faire le geste, capable de marquer ce but qui change tout. Voilà, tout simplement parce que c'est Shaqiri, des actions légendaires, des célébrations iconiques. Shaqiri, c'est ce joueur. Évidemment que c'est irrégulier, évidemment que pour ça, beaucoup le mettraient plutôt deuxième ou troisième. Évidemment qu'il y a des moments où il passe complètement à côté, mais je peux pas oublier tous ces moments où il nous a fait rêver, ces émotions qu'il nous a transmises, des émotions qu'il nous a fait vivre comme personne d'autre. Moi, c'est vraiment le joueur qui m'a fait tomber amoureux du football, à commencer par son triplé en 2014 contre le Honduras, peut-être son meilleur match avec l'équipe de Suisse. Mais c'est tellement compliqué de choisir un match parce qu'il y en a eu tellement des matchs mythiques. Sa bicyclette contre la Pologne en 2016, son but contre la Serbie en 2018 à la dernière minute, son doublé contre la Turquie en 2021, il marque aussi contre l'Espagne en quart de finale, et encore en 2022, il va marquer contre la Serbie où il fait un très très bon match. Il fait la passe décisive pour Embolo contre le Cameroun, pour Akanji contre le Portugal, et pendant les qualifications, il va marquer ses buts lointains, il va faire ses passes complètement folles. En Ligue des Nations contre la Belgique, il a fait un match aussi complètement fou lors du triplé de Seferovic. C'est vrai qu'à l'international, il est un peu vu comme ce joueur capable de briller dans les grandes compétitions, mais dont on n'entend pas trop parler durant le reste du temps. Donc là où on va juger les performances en équipe de Suisse, bah forcément qu'il termine premier pour moi. C'est une évidence, il est 5e des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de Suisse, il est 2e des joueurs les plus capés. Voilà, il mérite cette place et bravo Shaqiri, merci pour tout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter, envoyez-moi vos classements, envoyez-moi vos arguments pour un potentiel joueur qui devrait s'intégrer. Voilà, je suis complètement ouvert au débat. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, amoureux et amoureuses de la Nati, prenez soin de vous. Ciao.